Madame Pale, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour, et animé par Antoine, bien sûr. Bonjour, et surtout, très bonne année 2025 à vous. Et oui, absolument, très bonne année 2025 à tous les membres de la page Facebook, de la chaîne YouTube, ou même de ceux qui nous écoutent sur Spotify. Excellente année 2025. Mais avant de lancer le sujet du jour, nous aurions voulu rendre un petit hommage à Julie Stevens, décédée le 5 décembre dernier, et qui a interprété notre chanteuse Venus Smith dans 6 épisodes de la saison 2 de Chapeau melon et bottes de cuir. Venus. Ah, there's a name to be proud of. Evocative, sensual. There's nothing like love. It's a grand, grand feeling. It really is a gift from up above. What else in the universe thrills you so? Nothing. Eric, que t'évoque le souvenir du personnage de Vénus ? J'ai compris très jeune qu'il y avait une Avengers Girl de plus dans la saison 2 parce que j'avais le pressbook de la saison 2 que j'ai eu gamin à 14 ans, je pense. Alors je me disais, mais qui est cette fille ? Alors elle était décrite dans le pressbook. Il y avait quelques photos. Et donc ça a été vraiment le personnage mystère, qui est resté le personnage mystère le plus longtemps, quoi, avant qu'on ait les bouquins qui décrivent ces épisodes. C'est-à-dire pas avant les années 80. Je voyais bien qu'elle était complètement à part comme Avengers Girl. Et je trouve que Julie Stevens est absolument adorable et fait une création très fraîche, en fait, face à John Steed. Ben moi j'ai été agréablement surpris par Vénus parce que moi quand je l'ai découvert pareil très tard puisque la saison 2 fait partie des dernières saisons que je découvre. J'avais vu des descriptions du personnage, on m'avait dit oh elle est assez oubliable, c'est un personnage qui effectivement n'est là que dans 6 épisodes. Contrairement à Cathy Gale, elle se bat pas, elle est même pas au courant que Steed est un agent secret. Donc du coup j'avais un petit peu de crainte de découvrir ce personnage et je me souviens très bien avoir lancé le Décapode. Et vraiment, j'ai été charmé en fait par Vénus parce que je la trouve très sympathique. Je trouve effectivement Julie Stevens a un jeu vraiment communicatif. Voilà, mais du coup Vénus restera un souvenir chaleureux pour les spectateurs qui ont vu la saison 2 de Chapeau melon et bottes de cuir. Si ce n'est pas votre cas, on vous encourage à mettre un pied dedans. C'est toujours très intéressant. Soit à regarder les épisodes, soit à regarder déjà pour commencer l'épisode de ASD. Parce qu'on a fait déjà un ASD spécial Venus Smith où on a vraiment commenté les 6 épisodes en longueur. Donc il faut, si vous l'avez pas vu, il est sur la chaîne. Le ASD peut être un bon guide pour vous guider là-dedans si jamais vous connaissez pas tellement cette période. L'épisode qui se déroule à la faculté est peut-être son meilleur, je pense, je sais pas. Alors je sais qu'il n'est pas forcément apprécié outre-Manche, mais je sais que moi, l'école des traîtres, je pense que c'est mon Vénus préféré. Ouais. Parce qu'en fait, c'est dans cet épisode qu'il décide de faire évoluer la relation Vénus-Steed. Oui. On a des scènes très charmantes entre les deux, où on est dans sa chambre, où elle est en train de sécher son linge, etc. Oui. Je trouve que cet épisode met bien en valeur Venus Smith. Et si vous connaissez pas le personnage, que vous voulez le découvrir à cette occasion, moi je vous encouragerais peut-être à commencer par le Décapode pour vous faire une idée de la première Vénus, et ensuite l'école des traîtres pour voir la deuxième Vénus de John Bryce. Oui, puis l'épisode est quand même sympa. Il a une très bonne méchante aussi. Ouais, je le conseille également. Bon, Julie Stevens, peut-être un mot pour terminer. Elle n'a pas eu une grande carrière au cinéma. Il n'y a qu'un seul film, c'est Carry On Cléopâtre, Oui. Qui n'a pas sorti du tout chez nous. Non, la série des Carry On, c'est complètement inconnu en France. C'est très anglais, c'était des succès là-bas en fait, des comédies sexy. Here, my lord, I've prepared this for your illness. Oh yes, dear. What is it? It's an old British medicament, my lord, made of mustard seed, brewed up with bat's ears, seaweed, and the intestines of pregnant lizards. Charming. Non, mais après, c'est à la télé qu'elle a fait une très belle carrière, plus particulièrement la télé pour les enfants. En fait. Girl About Town, Play School. En Angleterre, c'était un personnage connu, une figure connue de la télé anglaise. Oui, ça aurait été une seconde maman pour toute une génération de jeunes Britanniques.
Et c'est vrai qu'elle va beaucoup changer de look tout au fil des années 60. Moi, j'ai presque du mal à la reconnaître quand je vois des extraits de Play School, Mm. mais on reconnaît toujours sa voix et elle va encore chanter, etc. Donc, je trouve qu'il y a toujours cette chose qui reste, c'est la voix de Vénus. Et moi, c'est quelque chose qui me... Comme en plus, on n'a pas eu de version française pour ce personnage de Vénus Smith, j'ai un vrai attachement à la voix et d'Honor Blackman et de Julie Stevens. Voilà. Bon, bah nous, on adresse nos pensées les plus sincères à sa famille. Oui, voilà. Et de toute façon, elle n'est pas oubliée, elle ne sera pas oubliée. Why do the bells of Christmas ring? Why do little children sing? Once a bright and lovely star, seen by shepherds from afar. Bon, et maintenant, petite mise en situation de prévention routière nécessaire en ces périodes de fête. Eric, si tu te trouves en plein hiver sur une route de campagne, qu'un individu traverse sans prévenir, que fais-tu? Réponse 1, tu ralentis. Réponse 2, tu klaxonnes. Réponse 3, oh, tu peux l'écraser, c'est Christopher Lee. Oh, mais non, tu fous, je pourrais jamais écraser le comte Dracula, quand même. Oh, si, tu peux y aller, il est immortel. Ah ben oui, c'est vrai, alors on roule, hop. Au programme de ce jour, Interférence Never Never Say Die en version originale réalisée par Robert Day et écrite par notre cher Philippe Levin. Et pourquoi avons-nous choisi cet épisode pour aujourd'hui, Eric? En fait, pourquoi on le choisit, c'est parce que pendant longtemps, moi, j'en pensais pas beaucoup de bien. Alors qu'en fait, il est très aimé en général par les fans dans le monde entier. On a décidé d'expliquer pourquoi, en fait, cet épisode avait des problèmes. Vous savez qu'on s'est lancé dans une saga cybernaute, et donc du coup, évidemment qu'on s'est intéressé à Interférence. Mais on s'est dit, tiens, on a fait quand même tout un travail autour de cet épisode. Ce serait peut-être l'occasion de vous le partager à travers un épisode podcast. Voilà. Peut-être qu'on va commencer par l'arbre qui cache la forêt. Interférence est l'épisode qui met en vedette Christopher Lee. Il faut savoir que Christopher Lee, il commence pas en tant qu'acteur dramatique, etc. C'est quelqu'un de très grand, de très imposant, et donc du coup qui est taillé pour jouer tous ces monstres qui vont irriguer la Hammer. Donc la créature de Frankenstein, Dracula, il y a la momie, après il fera Fu Manchu, enfin... Il a une carrière vraiment démentielle, et c'est que, en fait, au milieu des années 60, il y a des tentatives un peu d'explorer la noirceur un peu de ce personnage. Il va faire des Sherlock Holmes, aussi bien en tant qu'adversaire, qu'allié, que en tant que Sherlock Holmes lui-même. Et il y a un petit réalisateur italien qui s'appelle Mario Bava, qui va le repérer à ce moment-là, et qui va faire plusieurs films avec lui, dont Le corps et le fouet, qui est un film qui va explorer comme ça la part sombre de cet acteur. Donc c'est un acteur qui est considéré comme un cas d'artisan du cinéma de l'horreur, mais qui petit à petit va avoir une sorte d'aventure plus dramatique. Donc quand il arrive dans The Avengers, il est à peu près à ce moment-là de sa carrière, Christopher Lee. Oui. En Angleterre, c'est une star. Il est devenu Dracula en 1958. Les Avengers dégotent Robert Day qui travaille pour la Hammer. Et Robert Day, en acceptant de faire les Avengers, amène avec lui certains acteurs, dont Christopher Lee. Et il va y avoir aussi Peter Cushing dans Le Retour des Cybernautes. Bien sûr, dans la catégorie hommage à la Hammer, il y a un plan iconique dans l'épisode, c'est quand le professeur Stone montre à Steed que le duplicata est bien attaché, qu'il est dans sa cage et qu'il n'est pas dangereux. Ils sortent, la lumière baisse et la caméra se rapproche du visage de Christopher Lee en un plan très serré. Et là, c'est évidemment un énorme clin d'œil au cauchemar de Dracula, où il ouvre petit à petit les yeux dans son cercueil, en fait. Leven a créé son épisode sans savoir qu'il aurait Christopher Lee, en fait. Oui. Et ça s'est décidé quelques semaines avant. C'est toi qui m'en as parlé. Leven, dans le script, le présentait comme ressemblant à Boris Karloff. Donc ça, c'était intéressant. Cet épisode, il a pu être compris comme une sorte de parodie des films de la Hammer qui se faisaient de façon contemporaine à chapeau melon. Mais en fait, les références culturelles de Levin, c'est les films de la Universal. Donc lui, quand il pense à Frankenstein, il pense à Boris Karloff. Effectivement, dans le script d'Interférence, puisqu'encore une fois, le script d'Interférence fait partie des scripts qui sont disponibles dans les bonus des coffrets DVD. La description qui est faite du personnage de Frankenstein, d'où le jeu de mots, bien entendu, il est mis, c'est un personnage qui ressemble à Boris Karloff. De fil en aiguille, ils se sont dit, mais en fait, on pourrait avoir le Frankenstein contemporain, enfin la créature de Frankenstein contemporain,
Donc, récupérons-le. Le personnage de Christopher Lee est appelé le monstre, en fait, dans tout le script. Donc, ça ira avec ce côté un peu référence à la Universal. Et son cottage devait pas du tout être un cottage classique, anglais, qui, je pense, est un décor récupéré d'une autre production d'Elstree. Mais ça devait être vraiment une masure abandonnée gothique, quoi. Oui. Donc, ça aussi, ça faisait partie de l'hommage à la Universal. Alors moi, j'y retrouve beaucoup plus Frankenstein, la balade du monstre. Le monstre croise une petite fille, je crois, il croise un aveugle. Je pense que les scènes qui sont faites avec les militaires, avec le vieil amiral qui joue avec son bateau, ou avec le jeune homme qui vient se reposer bizarrement au milieu de la boue, c'est assez étrange. Bon, tout ça, c'était un peu un hommage au premier Frankenstein. Mais franchement, matinée de modernité avec cette histoire de radio. La meilleure scène, et pour moi, c'est quand même celle de l'amiral qui change de chapeau. Et ça fait partie des touches comiques de cet épisode, comme d'ailleurs le jeune avec la banane, quoi. Oui, le jeune avec la banane et tout ça. Enfin bon, ces scènes-là sont très réussies. Alors, il y a une malédiction sur cet épisode parce que bon, le script n'a pas été assez travaillé, c'est évident. Il est bourré de choses trappes, de trous. Enfin, c'est là, par exemple, dans toutes ces scènes, moi, ce qui m'emmerde, c'est que les paysages sont carrément pas beaux. On est à une période de l'année, il n'y a pas un seul feuillage. Il y a de la boue partout et finalement, on imagine ce que ça aurait pu donner avec une photographie à la Bon baiser de Vénus, par exemple. Mais là, c'est vraiment tristoun en plus. Je trouve ça très dommage, hein. Du coup, je préfère, quand on se retrouve dans la partie moderne, qui est un décor très simple. Ministère de Technologie Néotérique, Recherches et Unions. À mon avis, ils ont sauvé un peu, ils ont fait des économies sur le décor. On a très peu de décors sophistiqués dans cet épisode. Je pense que c'était aussi une façon de laisser un peu souffler les équipes décoration. Ah mais tout à fait, là c'était vraiment, d'ailleurs c'est une technique de tournage fréquente, de la même manière que le dernier des 7 et le Joker vont utiliser le même set. Moi je trouve que le mort-vivant est beaucoup plus une référence à la Hammer réussie. L'hommage à la Hammer ici, il est très hésitant finalement, hein, et c'est surtout la présence de sa star qui crée cet hommage en réalité. Oui, mais est-ce que c'est une parodie de la Hammer ou est-ce que justement il essaye d'avoir sa propre identité? Entre la comédie et le sérieux, ils n'ont pas vraiment choisi et qu'en fait l'idée plutôt de Levine c'était de partir du gothique. Le professeur me rappelle étrangement le cas de Jekyll et Hyde. Et vous dites que le professeur ressemble à notre blessé. Comme 2 gouttes d'eau. Pour arriver sur de la science-fiction moderne. La métaphore de Frankenstein en fait est assez intéressante pour cet épisode parce que justement t'as l'impression que l'idée de base a greffé plein de choses là-dedans, et qu'ensuite, il a fallu un peu recoudre. Ça c'est vrai, oui, il est un peu décousu, oui, effectivement. Ou recousu, il a été trop recousu. Cette entrée de Steed dans un costume, quand il rend une première visite au laboratoire, et qu'il en ressort avec un autre costume, c'est un truc qui n'est jamais arrivé, hein. Après, il se re-rend au centre de recherche dans ce costume brun. Oui, absolument. Et je pense qu'ils ont mélangé les scènes entre elles. Le script, il est daté de janvier 67. Il tourne fin janvier 67, il termine le tournage le 14 février 67. Donc déjà, le script, il est très en retard, et la diffusion en Angleterre, c'est le 15 mars. Donc la post-production a été éclair aussi sur cet épisode. Elle a été épique, la fin du tournage a été épique, et la post-production aussi, parce que quand on voit ces plans justement d'entrée et de sortie de Steed avec pas le bon costume, les script girls ne peuvent pas laisser passer ça, c'est trop gros, c'est pas un détail, c'est pas comme une paire de gants. Albert Fennell qui supervisait le montage en permanence, qui était tout le temps derrière les monteurs, ne peut que l'avoir vu, donc ils ont dû en parler en disant putain c'est la merde, enfin bon. Il fallait rendre sa copie, clairement, en fait, oui. L'instant est venu de mettre carte sur table. Nous avons eu de grands problèmes ici, je le reconnais. Des problèmes qu'il était risqué de résoudre seul. Mais nous avons résolu ces problèmes. Nous sommes obligés de le mettre au courant. Tout ça nous amène aux différences avec le script original. Alors, ce qu'il faut bien dire avant de commencer, c'est que contrairement aux autres scripts qu'on peut trouver dans les bonus DVD, le script de Never Never Say Die est complètement anarchique. C'est pas un script définitif, c'est un document de travail. Vous allez avoir une même scène, mais qui correspondent à des drafts différents. Et donc du coup, la lecture est vraiment pénible parce que les scènes se contredisent entre elles. Je vais vous donner un exemple. Il y a une scène de dialogue où Emma dit que c'est elle qui est allée au cottage de Stone et qui a trouvé l'agenda de Frankenstone. Or, dans l'épisode final, on sait que c'est Steed. J'ai trouvé ça dans son cottage. Voir Georges Eccles, cottage des antennes, importante interférence. Je vais y aller de ce pas.
Effectivement, ça fait très longtemps qu'il se disait, c'est Dave Rogers qui l'avait, parce qu'il a été le premier d'entre nous à lire ses scripts, hein, à lire tous ses documents, avait noté le fait que c'était Emma qui allait au cottage, et donc c'était elle qui était attaquée, en fait, probablement par le duplicata. On déduit par négatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le script de scène où Emma se fait attaquer par le duplicata, mais on le déduit parce qu'il y a ces dialogues qui nous laissent à penser que c'était elle Oui. plutôt que Steed au cottage. Voilà. Alors que moi, je pensais que c'était une scène qui avait peut-être été écrite, mais finalement pas tournée, quand elle se rend chez le joueur d'échecs. Oui, on ne sait pas trop comment elle le loupe. Et ça, C'est pas interférence, c'est incohérence, en fait. c'est comme Steed, comment il le loupe dans le cottage, on se demande aussi quand même. Parlant d'incohérence, je trouve que le placement des personnages n'est pas du tout cohérent en fait. Quand il y en a un qui est au cottage, il se fait capturer, par exemple, Emma se fait capturer. 2 secondes plus tard, elle est déjà au centre de recherche, alors que Steed en sort tout juste. Enfin, essayez de faire une partie de Cluedo avec cet épisode. Le placement des personnages, etc., est quand même vachement compliqué, je trouve. Il y a pas mal d'instants où je ne comprends pas, et je crois que le scénariste ne sait pas, si le Frankenstein qu'on voit est le vrai ou pas. Et de même pour Penrose. Par exemple, il y a le moment où le joueur d'échecs commence à jouer avec les fréquences. Vous n'êtes pas bien? Ce n'est rien. Un léger mal de tête. Peut-être serait-il plus sage que vous vous allongiez un instant. Il est sujet à de fortes migraines. C'est sans gravité. Frankenstein est affecté, mais pas Penrose. Donc du coup, logiquement, le Penrose qui est à ce moment-là est le vrai. Oui, mais sauf que le Penrose se comporte comme le duplicata dans cette scène-là. Donc il y a plein de moments comme ça où je crois que le scénariste ne sait pas lui-même qui est en cage et quels sont les doubles dans la nature. Au fur et à mesure, on se rend bien compte que le script, il a été... ils sont pratiquement rentrés en tournage alors qu'il n'était pas au point, en réalité. Il y a des scènes qui devaient se passer dans un bar plutôt qu'à l'hôpital. Les scènes avec le chauffard, avec les militaires qui viennent raconter ce qui s'est passé, ça devait être une scène où Steed et Emma se retrouvaient à la taverne du coin. Moi, ce que je préfère, l'idée déjà qu'ils soient installés à l'auberge du village, façon voyage sans retour, me semblait plus intéressante pour le script. Une autre scène qu'on n'a pas dans le script, mais il y a des personnages qui y font référence. Parmi les personnages que croisait Christopher Lee, il y a un moment où il devait se faire électrocuter. Et du coup, ne pas sentir l'électrocution. Et donc, du coup, on devait dire, ah bah tiens, en plus, ce personnage, il est à l'épreuve des balles. Et en plus, on peut pas l'atteindre par l'électricité. Je pense que le script aussi il justifie que les Avengers ne fassent pas grand-chose en fait dans cette histoire. Ils font des allers-retours, ils vont essayer de trouver la signification de... C'est quoi? C'est M-O-T-N-R-U. Oui, alors ça c'est vraiment un des trucs les pires. C'est en fait Mrs. Peel est mise sur la touche pendant une bonne partie de l'épisode, occupée à retourner à Londres, trouver la signification de ce document. Et quand elle revient, Steed a déjà compris ce que c'était. Donc très efficace. On aurait pu mettre Venus Smith à la place, en fait. Steed, M-O-T-N-R-U, ça veut dire... Ministère de Technologie Néotérique, Recherches et Unions. Vous êtes devin ou quoi? Dites-moi ce que vous avez découvert d'autre. Rien du tout. D'ailleurs, d'une manière générale, Emma Peel n'est pas très exploitée dans cet épisode, hein, vraiment. Donc en fait, les motivations des personnages qui guident leurs enquêtes, etc., tout ça a été un peu réécrit à la dernière minute pour essayer d'assembler les scènes entre elles. Et alors, on va arriver à la montagne de la scène manquée de cet épisode. C'est Steed et Peel contre leur propre version d'eux-mêmes. Oui, contre leur duplicata. Amusing, don't you think, Penrose? Are uninvited guests destroyed by themselves? Ça, alors, bon, ça avait été très documenté depuis longtemps par Dave Rogers dans son livre The Avengers Anew. Ils se sont rendus compte que c'était trop compliqué, que c'était de la folie, qu'ils n'allaient pas y arriver. Ils ont simplifié la scène. Donc déjà, c'est quand même une embrouille. En plus, la catastrophe finale, c'est que le jour du tournage de ce combat, Sid Child se blesse dès la première cascade. Donc la douleur de Diana Rigg, bien sûr. In the fight with Christopher Lee, things didn't go according to plan and I landed very heavily and bruised my back. So things were changed slightly and Diana covered for me and she did it. Ce qui lui était demandé, c'est pratiquement ce qu'on voit dans l'épisode final, c'est-à-dire qu'elle est projetée contre le mur par le professeur Stone, mais on lui avait demandé d'être projetée comme si elle était projetée en hauteur, quoi. Et casser le mur donnait cette impression-là. Évidemment, avec du carton-pâte, c'est pas trop difficile. Sauf qu'elle, elle s'est vraiment cassée. Elle s'est fait très, très, très mal dès la première prise. Elle est tombée blam, sur le dos et elle bougeait plus. Et donc, tout le monde était un peu inquiet, en particulier Patrick Macnee et Diana Rigg, qui voulaient qu'elle retourne dans sa loge, qu'elle aille à l'hôpital. Ils ont bien compris qu'ils n'allaient plus avoir Sid pour la scène. Donc là, Diana Rigg a dit, mais je vais faire moi la scène.
peut imaginer que Ray Austin a simplifié énormément sa chorégraphie. Mais cela dit, on peut quand même féliciter Diana Rigg pour cette projection dans le mur, parce que c'est bien elle, là, pour le coup, qui l'a fait. Moi, je pense que ce combat final, il a dû être fait assez rapidement. Et en fait, tu remarqueras que Sid Child est quasiment absente de l'épisode, hein. Même dans les plans voitures d'extérieur, où souvent elle est utilisée pour des raisons de disponibilité avec Diana Rigg, là, c'est pas le cas. J'ai repéré un plan éventuellement quand elle arrive pour voir le joueur d'échecs. Elle pourrait être doublée juste dans cette scène, mais c'est pas sûr d'ailleurs. Pas oublier que dans l'épisode, et que le cascadeur le plus important, c'est celui qui double Christopher Lee. Alors on y arrive parce que justement on a fait une petite recherche pour essayer de retrouver qui était ce cascadeur et c'est Bill Cummings. Tout ce qui correspond aux cascades autour du personnage de Lee est vraiment réussi, que ce soit l'attaque dans le cottage ou les accidents de voiture qui sont filmés de façon très frontale, c'est très brutal. Moi je suis impressionné par ce que fait Bill Cummings sur ces scènes-là. Cet acteur revient dans Mais qui est Steed? C'est un des hommes qui se bat autour de la voiture. Oui, et d'après ce que tu me dis, c'est celui qui doit affronter le baron Von Kurt à l'escrime à la fin, dans le combat final. Du coup, dans le combat contre les doubles, Stone et Penrose, eux, essayaient de se battre contre le Dr. James pour essayer de lui récupérer la radio. Donc elle était derrière une grille, et eux, ils étaient là avec la clé pour essayer de récupérer la radio. Donc ils avaient un rôle un peu différent. Oui. Ceci dit, dans le script, c'est toujours le Dr. James qui les sauve, puisque Steed et Peel perdent face à leur double. Et moi, c'est un truc qui me dérange dans Interférence. Je trouve que c'est quasiment une faute que les Avengers soient sauvés par un personnage surtout aussi lambda. Tu as raison, c'est les héros qui doivent s'en sortir par eux-mêmes. Voulez-vous le résultat des courses? Fréquence 5-4. Puisqu'on est dessus, parlons du Dr. James. Oui. Oh, Madame Pale, le docteur James qui était de garde. Voici les faits, Madame Pale. Son cœur ne battait plus, il n'avait ni pouls ni respiration. Le corps était glacé, de plus, les pupilles étaient dilatées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi Frankenstein a-t-il fait un duplicata hors de prix d'un petit médecin de campagne? Un duplicata qui se fait enfermer gentiment dans un placard. Et il n'est même pas capable de défoncer la porte. La raison de son enlèvement aussi est un peu surprenante. Pourquoi il l'enlève elle sait rien de particulier. Ils auraient pu l'enlever sans qu'elle soit dupliquée surtout. Elle pouvait être enlevée parce qu'elle en sait trop, tout simplement, et se retrouver dans la même situation, mais sans avoir de duplicata. De la même manière qu'on ne comprend pas trop pourquoi Steed et Emma viennent enquêter sur cet accident de la route. Depuis quand on les convoque pour un accident de la route? L'épisode aurait été plus intéressant si ça avait été Steed qui était chargé d'enquêter sur ce centre et qu'en arrivant au village, il y ait un accident. Et donc là, il rentre en contact avec le Dr. James. Ah oui, ça aurait été mieux. Oh, moi j'ai une idée là tout d'un coup. Il aurait fallu que ce soit Ian Hendry qui appelle Steed et qui lui dit c'est le Dr. Kidd, j'ai un cas très surprenant. Venez vite me voir à l'hôpital. Ah oui, pourquoi pas, oui, ça aurait été... Je suis pas sûr qu'Ian Hendry aurait accepté de venir faire à cette époque-là une vignette dans la série. Le scénario aurait vraiment pu être beaucoup mieux, parce que finalement, il exploite pas tant que ça son sujet. Le côté Jekyll and Hyde, justement, de l'affaire. Est-ce que c'est la présence de Christopher Lee qui les a un peu soudainement... Ils se sont dit, non mais attends, il faut qu'on mise tout sur Christopher Lee, parce que c'est le cas, hein. Il prend vraiment la vedette. Mais en tout cas, c'est un scénario qui est en souffrance. Oui, et on sent qu'il y a plein d'idées qui sont très intéressantes. Moi, il y a une idée que j'aime bien et qui est un tout petit peu plus développée dans le script, c'est cette idée de sauvegarder les cerveaux des plus grandes personnalités. C'est en fait une transfusion de cerveau. Les grands génies ne pourront plus jamais disparaître. Les grands hommes à l'avenir se perpétueront après leur mort et continueront leurs tâches. C'est un début de transhumanisme qu'elle a dans le script, mais qui est vraiment très développé dans l'intrigue aussi. On sait que c'est des sujets qui passionnent Philippe Leven. Là, on l'a plus sous la forme de l'humour avec le tag final. Vous la trouvez jolie? Elle n'a pas votre charme. Que pensez-vous de lui? Bon à jeter. Alors le tag final, d'ailleurs j'ai une petite anecdote parce qu'il y a 2 tags finaux dans le script original qu'on a. Il y en a un, c'était un tag assez proche de celui de Je vous tuerai à midi où Steed offrait à Mrs. Peel un énorme cadeau et dedans il y avait un plus petit cadeau, puis un plus petit cadeau, puis un plus petit cadeau et elle finissait par tomber sur une petite radio miniaturisée. Et il y en a un second où pareil Mrs. Peel et Steed regardent la télé comme dans la version finale, mais on avait le doute, on devait se dire tiens, est-ce que c'est pas les mauvais
Steed et Emma qui sont en train de regarder. Mais ça, c'est un tag qui devait fonctionner avec la version où les Steed et Peel se battaient contre Steed et Peel, en fait. Eh ben oui. Et c'est Ouais, un truc voilà. qui sera un peu repris dans le tag de Qui suis-je? De nous faire croire est-ce qu'on aurait libéré la mauvaise version de nos doubles d'Avengers. On prend l'avion, Basile, mon poulet? Et comment, poupée chérie? Moi, j'ai une dernière petite anecdote par rapport au script, c'est que le joueur d'échecs a un chien qui s'appelle Twiggy, qui du coup est absent du script, qui a été rajouté, je pense, sur le tournage. Moi, je pense que c'est un clin d'œil amusé à Twiggy, Bien sûr. la fameuse mannequin. Évidemment que c'est un clin d'œil amusé. C'est une star, Twiggy, dans ces années-là, et elle vient de faire une énorme séance de photos avec Patrick Macnee pour présenter la nouvelle mode Avengers. Oui, elles sont tournées début 67, ces photos, je crois, le Oui, 5 oui, janvier. c'est Et l'épisode est tourné fin janvier. Oui, Donc. voilà, donc c'est vraiment un clin d'œil à un truc qui vient de se passer. Voilà. Avec la réplique du joueur et d'Emma. Elle s'appelle Twiggy, elle n'est pas dangereuse. Je m'appelle Mrs. Peel, je ne suis pas dangereuse non plus, c'est pas mal, en fait. Monsieur Georges Éclès? Oui, c'est moi. Et voici Tweedy. Elle n'est pas dangereuse. Moi, je suis Emma Pell. Je ne suis pas dangereuse non plus. Justement, je voulais faire un petit point réplique parce que j'ai essayé de regarder s'il y avait des trahisons à la version originale dans la version française. Et pas tellement, je trouve la traduction assez fidèle. Il y a une blague qui tombe à l'eau, enfin il y a des petites choses un peu modifiées. Ouais, il y a un clin d'œil sexy qui tombe complètement à l'eau. I'll do some checking. Let me know if the body turns up. Peut-être si jamais il revenait, dites-le moi. En anglais, c'est totalement différent parce que ça... Tenez-moi au courant si le corps se redresse. Bon, ce qui peut être, avec la petite mimique de Mrs. Peel, être pris pour une blague coquine. Et d'ailleurs, la réaction de Patrick Macnee va vraiment dans ce sens. Oui. Et ça tombe un peu à plat pour une fois. La vraie trahison de l'épisode, parce qu'elle a fait couler beaucoup d'encre dans l'Hexagone, quand Steed vient voir le docteur James pour lui demander où est Madame Pell, elle lui répond elle est allée faire des courses. Est-ce que Madame Pell a appelé? Il n'y a pas longtemps, oui. Qu'a-t-elle dit? Elle est partie faire des courses. C'est une trahison parce qu'elle lui dit en fait en anglais. She's gone back to town. Oui, elle est rentrée, elle est retournée en ville. En fait, je me souviens très bien que la première fois que j'ai vu cet épisode, à savoir en 87, et cette réplique déjà m'avait frappé en disant c'est pas possible qu'ils disent ça. Pareil, je me souviens avoir tiqué sur cette réplique. Mais justement, je pensais que c'était un élément du scénario pour nous faire tiquer que c'était un duplicata. Or non, c'est pas le cas. Non, parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit, effectivement. Toi, vu qu'on s'amuse à traduire les titres d'épisodes qui ont un peu changé, comment tu traduirais Never, never die? Je sais pas, c'est difficile. Jamais, jamais mort, peut-être. Jamais, On jamais mort. On ne vit que deux fois. Oui, on ne vit que deux fois. Oui, ça aurait été drôle. Ils y ont peut-être pensé parce que c'est la même année. Hein. Il est pas mal, Interférence, en fait. Il change complètement de direction. Mais pour le coup, ça remet le spectateur sur la piste de la problématique principale. Et pour le coup, on n'a pas trop parlé de comment le mystère se déploie avec ce truc des interférences. Et malgré le côté, les plot holes qui sont un peu partout dans le scénario, je trouve que la façon dont le mystère se dévoile est quand même assez satisfaisante. Oui, ce mystère-là, il est bien tenu. C'est pas forcément le plus intéressant, surtout qu'on peut rigoler. Je veux dire, s'ils sont emmerdés par la moindre radio de bagnole ou quoi que ce soit, ça va jamais fonctionner, leur truc. Hein. Imagine leurs politiciens en plastique aller faire un discours à la télé, il risque d'y avoir des interférences aussi. Hein, donc... J'avais pas pensé à ça, c'est terrible. Ça marche pas du tout. Oui, non, en fait, ça fonctionne pas des masses. Mais on est prêt à accepter ce genre de choses dans Chapeau melon, mais à condition que le scénario soit pas plein de trous. Ce problème des interférences dans les fréquences paraît insoluble. Souvenez-vous que rien n'est insoluble, docteur. La réponse existe, et pour la connaître, nous allons rechercher dans nos anciens papiers. Au moment de la diffusion française, la première diffusion française, du coup le 13 octobre 68, cet épisode est déconseillé aux plus jeunes. On a vu ça sur les coupures de télémagazines et Télépoche qui met, alors ils ont un cycle différent, c'est un petit J barré, c'est pas pour les enfants, voilà. Ils avaient un problème avec la violence à la RTF. Une scène qui a pu peut-être gêner à l'époque, c'est la scène où le militaire vide son chargeur sur Christopher Lee. Reculez! Je vous ai dit de reculer! Je pense que ça, c'est peut-être une violence qui était peut-être trop explicite et trop frontale. Oui, peut-être. Ouais. Et puis des accidents de la route aussi, hein, qui sont un peu violents quand même. Et je pense que c'est pour ça que cet épisode a beaucoup marqué les téléspectateurs français. Comme je te l'ai dit en préparant l'émission, il est pas si mal quand même, il est pas mal. C'est vrai qu'on voit bien que ça aurait dû être un grand épisode. On n'a pas parlé aussi de la réalisation de Robert Day, et je trouve que pour le coup, Robert Day sauve quand même pas mal les meubles. Ouais, il s'en sort pas mal, oui. Il y a quelques très jolis plans, et les scènes d'action sont très réussies, en fait.
même si je considère que le combat final est un peu raté. Et puis on n'a pas parlé aussi de Jeremy Young, qui est ce second rôle aussi un peu Ah qui oui, oui. accompagne bien Christopher Lee, qui est un peu un C'est pas de chance pour Jeremy Young parce qu'il est étouffé par Christopher Lee. Mais Jeremy Young, il est formidable dans ce rôle. Comme d'habitude, hein, dans tous les épisodes, qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre, Jeremy Young le Club de l'Enfer, il a fait Ne m'oubliez pas, Le Monstre des égouts. Oui, non, il est toujours épatant hein, dans toutes ces interprétations. Bon, ding dong, qu'est-ce que j'entends? Je crois que ce n'est pas le duplicata, mais c'est l'heure du quiz. C'est le moment rêvé pour nous montrer vos talents de société. Oh, mais vous plaisantez, je vois bien. Oh, ne soyez pas ridicule. Bon, qu'allons-nous faire? Oui, je tiens toujours à choisir un jeu selon le caractère de mon adversaire. À moi de trouver. Non, je me demande, je l'avoue, ce qui va maintenant me tomber dessus. Tout est à craindre. Alors, avant de s'attaquer au quiz du jour, nous allons devoir répondre à la précédente question du public, qui était, lors du combat final dans la salle des miroirs, quel mouvement chorégraphique de Diana Rigg fait référence à sa prestation dans Mort en magasin? Eh bien, nous avons un vainqueur, nous avons Antoine Huster qui a trouvé non seulement la bonne réponse, puisqu'il s'agissait du claquement de doigts. Effectivement, dans Mort en magasin, Mrs. Peel claque des doigts avant de s'attaquer à son adversaire. Donnez-moi votre arme. Vous vous moquez de moi? Et ce gimmick devait être initialement répété dans les épisodes suivants, donc c'est pour ça qu'ils l'ont inclus dans Fête de beaux rêves. Et finalement, ils sont un petit peu renoncés en cours de route, ils l'ont même pas bruité dans le mixage final, il passe relativement inaperçu. On voulait féliciter également Antoine Huster pour une autre de ses performances, puisqu'il a réussi à trouver la question 2 jours avant que l'épisode soit publié sur la chaîne YouTube. Alors, comment expliquer ce petit miracle? Eh bien, en fait, c'est entièrement ma faute. Il faut savoir que de temps en temps, je mets les épisodes en avance sur la chaîne YouTube en non répertorié pour pouvoir les faire écouter à Eric ou Joris, qui des fois me donnent leurs avis un petit peu pour que je corrige quelques petites choses avant de les mettre en ligne. Je trouve qu'il y a des membres qui arrivent parfois à trouver les liens non répertoriés. Donc voilà, je ne le ferai plus, j'essaierai de faire en sorte que les épisodes suivants soient un peu plus sécurisés et que vous puissiez tous répondre en temps et en heure. Alors est-ce que c'est toi qui commences, Eric, pour ce quiz du jour, spécial interférence? Tu veux, j'ai l'impression que tu es impatient de te prendre une gamelle. Christopher Lee a joué avec toutes les Avengers Girls, en fait, avec Diana Rigg dans cet épisode, et avec Linda Thorson, bien sûr, dans Interrogatoire. Mais dans quoi a-t-il joué avec Honor Blackman et Joanna Lumley? Joanna Lumley, je sais, parce que c'est un Dracula. Je sais plus lequel, mais c'est c'est le 3e ou le 4e Dracula. Oh non, c'est un des derniers, c'est l'avant-dernier, je crois. Et c'est bien, t'as trouvé, c'est Dracula vit toujours à Londres. My revenge has spread over centuries and has just begun. Dracula! Dracula! C'est très intéressant parce qu'elle joue la nièce de Van Helsing. Et elle est très drôle involontairement dans ce film qui est très mauvais. Très, très, très mauvais. Et alors, Honor Blackman, c'est dans un... Elle a pas fait de Hammer Si, elle a fait un Hammer? Si, oui. Ah bon? Lequel? Eh ben, en fait, c'est dans Une fille pour le diable qui sont tous les deux en tête d'affiche. Ah, mais oui, mais oui. Avec la jeune Nastasia Kinski, la fille pour le diable. In 1974, The Exorcist. And now, a motion picture that probes further into the mysteries of the occult that any has dared before. Bon, écoute, 50%, hein, c'est déjà pas mal. Écoute, c'était une belle question. Et puis, en fait, tu vas voir qu'elle répond bien à la mienne, parce que toi, tu m'as posé la question des Avengers Girls. Oh merde. Et moi, je vais te poser la question de Patrick Macnee et Christopher Lee avant The Avengers. Oh, putain. Là, c'est difficile. Dans le film, ils ne se croisent pas, en fait. Ils sont dans 2 scènes différentes. Ça serait dans le Rio de la Plata? Oui, bravo! Ah, et alors là, ça va être un double plaisir de le voir parce que je ne l'ai toujours pas vu. La bataille du Rio de la Plata de Michael Powell et Emmerich Pressburger. Je crois que c'est 56 le film. Donc tu vas voir, en fait, c'est vraiment un tout petit rôle parce que c'était juste avant qu'il explose l'année suivante en tant que créature de Frankenstein. J'ai gagné! J'ai gagné! Et vous, est-ce que vous jouez pour le plaisir public? Puisqu'on a une belle question pour vous aussi. Alors, Christopher Lee reviendra dans The Avengers dans Chapeau melon. Il va revenir dans Interrogatoire face à Linda Thorson, mais pas que. Dans quel autre épisode de The Avengers peut-on revoir Christopher Lee? C'est une bonne question et je suis sûr que nos champions vont trouver la réponse. On voulait lancer avec Eric une petite section recommandations pour finir, et on s'est dit qu'on allait faire des recommandations spéciales Christopher Lee. Je recommande évidemment le film qu'il a fait
connaître exploser, c'est le cauchemar de Dracula, qui est excellent. En fait, c'est le premier Dracula de la Hammer, qui va donc lancer toute la série qui traverse les années 60. Monsieur Harker, je suis heureux de vous accueillir chez moi. Comte Dracula. Je suis Dracula, soyez le bienvenu dans ce château. Je vous offre toutes mes excuses pour mon absence lors de votre arrivée, mais j'espère que vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait. Moi, je dirais que en fait, Christopher Lee amène au personnage de Dracula la dimension érotique dont il avait besoin. Il y a toujours dans l'histoire du vampirisme cette espèce de sexualité, je pense. C'est pas seulement mordre quelqu'un ici, c'est pas ça du tout. C'est l'impression qu'on donne en même temps qu'on existe. Il faut exister. Il faut être viril, fort, puissant. C'est tout contenu. Et puis bon, les films de la Hammer sont sexy, on le sait. Oui. Pas particulièrement celui-là, le premier Dracula, il est assez soft. Mais ils le deviendront de plus en plus. Oui, oui. Que je recommanderais ça, et puis aussi Christopher Lee est ce qu'il y a de plus intéressant dans L'Homme au pistolet d'or, deuxième James Bond de Roger Moore. Je vous rappellerai que c'est un duel à mort. Êtes-vous prêt, monsieur Scaramanga? Prêt. Êtes-vous prêt, monsieur Bond? Qui est un rôle qui va vraiment le mettre en avant, tout en gardant son côté athlétique et cruel, bien sûr. Scaramanga. Il y a un peu une relecture du personnage de Dr. No. D'ailleurs, il me semble qu'il avait été envisagé pour jouer Dr. No au début, mais Ah, c'est possible, c'est possible, oui, effectivement. Il venait d'attraper le succès, donc on a pu penser à lui, oui, très certainement. Mais peut-être que la Hammer n'a pas voulu le lâcher aussi. Et je pense que pour ta génération, il y aura peut-être d'autres recommandations, parce que tu l'as plutôt, toi, découvert avec Star Wars, non, par exemple? Alors, moi, c'est intéressant, parce que Christopher Lee, du coup, comme j'ai grandi dans les années 2000, j'ai découvert Christopher Lee avec les films de Tim Burton, surtout dans son rôle de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. De la fumée s'élève une nouvelle fois de la montagne du destin. L'heure avance, et Gandalf le Gris chevauche vers Isengard dans l'attente de mon conseil. Car c'est ce pourquoi vous êtes venu, n'est-ce pas, mon vieil ami Saruman? Alors l'anneau de pouvoir a été retrouvé. Durant toutes ces années, il était encanté, juste sous mon nez. Et vous n'avez pas eu le bon sens de le voir. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Et son rôle en tant que comte Dooku dans la saga Star Wars. C'est d'ailleurs là aussi que j'ai découvert Peter Cushing dans son rôle du grand Moff Tarkin. Et c'est que après que j'ai découvert les rôles de la Hammer. Et je suis d'ailleurs encore en train de rattraper plein de films de la Hammer. Et justement, pour ma session rattrapage, je voulais vous conseiller à la fois un film et un coffret Blu-ray qui est sorti il y a déjà, je crois, quelques mois chez Tamasa. C'est une compilation de 7 films entre 66 et 69 de la Hammer. Donc c'est le moment où la Hammer commence à exploser et ils commencent à faire 2, voire 3, voire 4 films par an. Et ils vont faire des doubles programmes, ils vont construire un décor pour plusieurs films, etc. Il y a toute une industrie anglaise qui commence à se mettre en branle à la fin des années 60. Et il y a plein de films qui sont plus ou moins réussis à ce moment-là. Et moi, je vous en recommanderais un pour Christopher Lee. C'est Rasputin le moine fou, réalisé par Don Sharp, qui lui aussi réalisera des épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir. You will do exactly what I tell you to do. You will go away and destroy yourself. Pour des questions de droit, ils n'ont pas pu utiliser la vraie histoire de Rasputin, donc ils sont partis dans quelque chose de complètement différent. Et je trouve que c'est une des premières fois où Lee peut vraiment avoir une interprétation vraiment avec une grosse palette. C'est pas juste le monstre ou le séducteur, etc. Oui. Il joue un personnage fou, mais en même temps calculateur, manipulateur, qui séduit les femmes, mais qui également a un côté vraiment dominant, etc. Donc je trouve que c'est un rôle qui est particulièrement réussi. Et donc du coup, je vous recommanderais Le Moine Fou de Don Sharp, qui est donc un film de 1966. Pourquoi je vous recommande ce coffret? Parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes avec beaucoup d'acteurs de Chapeau melon qui reviennent. Et c'est surtout qu'il y a de très très bons bonus. À chaque fois, vous avez 40 voire 50 minutes de documentaire qui vous expliquent l'histoire de la Hammer, etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Donc c'est une bonne recommandation. Il y a énormément de chassés-croisés entre la Hammer et les studios d'Elstree et les équipes des studios d'Elstree. Beaucoup d'acteurs de la Hammer venaient tourner dans les séries. On fera un On a besoin de nous sur la Hammer et Chapeau melon, parce que je pense qu'il y a... oui, non, parce que c'est énorme. Oui, il y en a vraiment beaucoup.
Bonjour, c'est à nouveau Antoine du futur. On dirait une mauvaise plaisanterie, mais malheureusement ce n'en est pas une, puisque nous avons encore un décès important dans la grande famille des Avengers, puisque Jennifer Croxton, notre fameuse Lady Force Blackney, nous a quittés le 6 décembre dernier à l'âge de 80 ans. On réagit que maintenant parce que son décès a été annoncé tardivement et que nous on enregistre les épisodes bien en avance, mais peu importe, nous allons à nouveau prendre un petit peu de notre temps pour réaliser un épisode hommage autour de cette actrice et de ce personnage qui a marqué nombreux fans de Chapeau Melon. Alors avant de terminer, je note que vous avez posé pas mal de questions, fait pas mal de remarques sur les 2 derniers épisodes, donc je vous propose de continuer à en faire, et pour le prochain ASD que nous allons faire, nous allons grouper un peu toutes vos questions, et nous allons essayer de faire une partie courrier des auditeurs pour vous répondre à vos différentes remarques, questions, etc. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, c'est le moment, on fait un point très prochainement. Bon, sur ce, on vous souhaite le meilleur pour cette année 2025, et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de On a besoin de nous. À bientôt, Antoine. I know where I'm going, and I know who's going with me. I know who I love, but the dear knows who I'll marry. I have stockings of silk, shoes of fine green leather, combs to buckle my hair, and a ring for every finger. Some say he's black, but I say he's bonny, the fairest of them all, my handsome, winsome Johnny. Feather beds are soft, painted rooms are bonny, but I would leave them all to go with my love Johnny. I know where I'm going, and I know who's going with me. I know who I love, but the dear knows